Donc on va démarrer cette conférence autour de l'ouvrage que j'ai rédigé et qui s'appelle donc « Accueillez votre intuition » avec un sous-titre important que j'expliciterai tout à l'heure, « Comment quitter la survie et entrer dans sa vie ». Donc l'intérêt de ce sous-titre, c'est simplement pour souligner le fait que si l'on travaille à accueillir son intuition, c'est dans un sens précis. L'intuition, c'est quelque chose d'assez étrange en termes de construction. On ne sait pas grand-chose sur l'intuition. Je vais vous donner quelques informations, je dirais, qui sont couramment admises, mais il n'y a pas de vérité autour de l'intuition. Donc je ne vous donnerai pas de vérité ce soir autour de ce sujet-là. Par contre, je vais ouvrir beaucoup de portes. Je vais utiliser beaucoup de clés, et chacune et chacun d'entre vous prendra la clé qui lui correspond, de manière consciente ou inconsciente. Puisque vous savez comme moi que votre inconscient capte tout, bien avant votre conscient. Donc moi-même, je suis formateur ici en technique énergétique, qu'il s'agisse d'hypnose, donc d'auto-hypnose, de méditation, puisqu'il y avait des ateliers méditation que je reprendrai un peu plus tard. Il y a aussi des formations en Reiki, pour ceux qui connaissent, et en Lao-Chi, qui sont des techniques d'accompagnement vers la guérison par des soins magnétiques. Donc c'est des capacités de canalisation qui sont déclenchées par une initiation, une formation, et ça permet de traiter beaucoup de problèmes physiques, émotionnels et mentaux. Donc aujourd'hui, on se voit plutôt pour la partie intuitive. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que parmi vous, certaines personnes ont déjà capté une intuition? Oui, combien? Levez la main, juste pour que je me rende compte. Ok. 60%. D'accord. Deuxième question, parmi vous qui avez capté cette intuition, dont vous êtes sûr que c'est une intuition, combien d'entre vous l'ont suivi? À 100% et à chaque fois? Non. Ok. Et quand vous n'avez pas suivi votre intuition, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. C'est ce qui donne cette drôle d'histoire qui dit que si je n'écoute pas mon intuition, quelque part je ne m'écoute pas. Sous-entendu, il y a le mental, opératif, analytique, celui avec lequel on vit tous les jours, et puis il y a une autre part de nous, que certains appellent le soi, l'inconscient, que sais-je, et cette autre part de nous, elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Et elle sait ce qui est bon pour nous, avant même que nous en ayons conscience. Et c'est elle qui s'exprime à travers l'intuition. Donc quand on a une intuition, quand on reçoit une intuition, soit on l'écoute et on observe sa perfection, elle est la bonne réponse au bon moment pour une situation nouvelle et complexe, soit on ne l'écoute pas et on observe la déception de ne pas l'avoir écoutée. Qu'est-ce qui a fait obstacle selon vous? Pourquoi vous n'avez pas toujours suivi vos intuitions? Il y a la peur. Oui, la peur est une émotion qui peut bloquer effectivement l'intuition, enfin le respect de l'intuition qu'on reçoit. Les croyances, absolument. Parfois, on pense que ce n'est pas possible. C'est une croyance. Que l'on n'est pas digne, c'est une autre croyance. Parfois, c'est purement émotionnel. Enfin, toujours est-il que quand l'intuition nous est offerte, d'on ne sait où, et qu'on ne la suit pas, passe ce phénomène-là. Eh oui, je te l'avais dit. Et l'intuition est cordiale. Elle nous prévient, elle nous alerte, elle attire notre attention sur quelque chose qui nous échappe, sur des informations dont nous ne sommes pas conscients. Or, d'après les neurosciences, c'est ce que j'ai découvert en écrivant le livre, 95% de la réalité nous échappe. 95%. Il semblerait, d'après leurs études, que notre conscient ne perçoive que 5% du réel. Et à travers nos 5 sens. Tout le reste nous échappe. Pas de manière définitive, mais nous échappe. Donc, ce soir, dans cette conférence, je vais vous démontrer que nous avons différents cerveaux qui travaillent en nous, que ces différents cerveaux ne voient pas la même chose, ne perçoivent pas la même chose et ne retranscrivent pas les mêmes informations, voire sont en compétition les uns avec les autres.
On appelle ça des territoires cérébraux. Donc vous allez voir que chacun des territoires cérébraux a ses propres filtres et qu'il ignore les autres et qu'il considère être le chef, le décideur de votre vie. Et il pense le faire de manière juste parce qu'il a été programmé pour ça. Donc lui ne se pose aucune question. Il fait ce pourquoi il a été conçu. Ce qui peut poser problème dans la vie quand on est confronté à des nouveautés. Dès que l'on commence à sortir de la routine, de l'habituel, que ce soit l'environnement familial, professionnel, sentimental, là il y a une zone, on va dire, d'inconnu qui se présente à nous. Et là on va observer toute la limitation de tous ces modes mentaux. Sauf un, qui lui est une clé extraordinaire. Et c'est ce mode mental-là que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc on va aborder les modes mentaux, les freins émotionnels, dont on a parlé. On va bien sûr aborder la définition de l'intuition, parce que l'intuition, beaucoup de gens en parlent, mais on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'intuition. Son origine supposée, d'où vient l'intuition, son impact dans nos vies, pourquoi est-ce que lorsqu'on écoute son intuition, ça se passe plutôt bien, et pourquoi ça se passe plutôt mal quand on l'ignore. Il n'y a pas de raison objective à ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a expérimenté chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on a été aligné avec son intuition, les choses se sont déroulées de manière juste. Pour nous, en tout cas. Même si pour les autres, ça peut être perturbant. Ensuite, on abordera très succinctement le mystère de l'état intuitif. Qu'est-ce que c'est qu'un état intuitif et pourquoi, aujourd'hui encore, les neurosciences n'ont pas décelé de méthodes infaillibles qui permettent à chacun d'accéder instantanément à l'état intuitif. Il y a des solutions, il y a des méthodes, il y a des processus, mais aucun n'est parfait. Ensuite, on fera un petit exercice de relaxation, ce que j'appelle l'hypno-yoga mental. Donc c'est un peu compliqué comme mot, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez travailler avec votre cerveau, non pas comme un muscle, parce que le cerveau n'est pas un muscle, c'est même plutôt une méduse, c'est que de l'eau. Mais par contre, il y a à l'intérieur de ce cerveau des connexions électriques et des connexions, je dirais, donc synaptiques, qui donnent l'illusion du fonctionnement d'un muscle. Donc plus on utilise ces connexions synaptiques, plus le cerveau se muscle. À tout âge. On appelle ça la plasticité neuronale. Ok ? Donc on va faire cet exercice-là qui va utiliser la plasticité neuronale pour justement muscler, entre guillemets, le cerveau. On va le faire avec quelque chose que le mental aime bien, une visualisation. Alors, bien sûr, pour moi, la visualisation, ce n'est pas l'outil idéal. Ce n'est même pas l'outil principal de ce que je produis ici. Mais c'est quand même un outil basique qui permet de commencer à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de la tête et peut-être même dans le corps. Donc on va travailler sur cette bulle de libération mentale d'abord, puis émotionnelle. On va descendre d'un étage. Ensuite, si vous y parvenez, ce n'est pas une obligation, mais si ça arrive, tant mieux, vous serez dans cet état intuitif, qui est un état très particulier. Certains l'appellent l'état de vacuité, de méditation de pleine conscience, d'état zéro mental. Il y a plein d'appellations pour cet état-là. Peu importe l'étiquette qu'on met dessus, c'est le bon point de départ pour tout le reste. En fait, dans l'atelier que je ferai le 21 avril, et dans le livre, je propose 41 exercices qui permettent de développer cet état intuitif. C'est-à-dire d'être au fur et à mesure du temps et des exercices quasiment en permanence ou très souvent en état de réceptivité intuitive. Donc, tous les livres que j'ai pu lire sur comment développer son intuition, comment, etc., etc., sont très loin de ce que j'ai découvert. Pour une raison très simple. On ne peut pas développer son intuition. C'est juste impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on nous vend tous les jours. Et vous allez comprendre très vite pourquoi c'est impossible de développer son intuition. Son état intuitif, oui. Son intuition, non. Elle est intrinsèquement parfaite. Il n'y a rien à développer quand c'est parfait. La seule difficulté qui nous
gêne aujourd'hui, c'est comment je peux accueillir mon intuition. Et ce qui fait barrage entre mon intuition naturelle, parfaite, omniprésente, omnipotente, et mon conscient, eh bien c'est mon conscient. C'est mon conscient, mon mental, avec tous ses filtres. Donc tout le travail ne consiste pas à développer son intuition, qui est un non-sens, c'est même un oxymore. On ne peut pas développer son intuition. Par contre, on peut travailler sur le bruit mental. On a parlé d'émotion tout à l'heure, il y a aussi un bruit émotionnel. Et là-dessus, on peut absolument œuvrer. Et c'est ça l'astuce. Parce que si on se trompe d'objectif, on est sûr d'atteindre un résultat mitigé. Donc définissons le bon objectif pour nous donner plus de chances d'atteindre le résultat souhaité. Donc le bon objectif, c'est pas développer son intuition, c'est développer son état intuitif. Donc on va travailler sur les fonctions cognitives du mental. Les modes mentaux, d'après les dernières recherches en neurocognitivisme, ils sont de 4 natures. Alors on parle de territoires cérébraux. Ces territoires-là, ce sont des territoires basiques qui sont incrustés en nous depuis plus de 400 millions d'années. Le premier territoire que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle donc l'extension de la moelle épinière, le territoire reptilien. Le territoire reptilien, c'est ce qui gère pour vous, sans que vous en ayez conscience, votre respiration, votre pression artérielle, les équilibres dans les flux sanguins. C'est aussi quelque chose qui gère la survie. C'est du reptilien. Ça ne passe pas par la raison. Vous ne pouvez pas empêcher votre reptilien de vous protéger. Sursaut, contraction, capacité à fuir, à se mettre en lutte ou à se soumettre. Ça, c'est du reptilien. Et c'est incontrôlable. Sauf quand on a atteint un certain niveau de conscience. Pour la plupart d'entre nous, c'est juste inaccessible pour l'instant. Donc c'est le niveau basique. C'est les reptiles, 400 millions d'années. Ensuite, on a un autre territoire très intéressant qu'on appelle le paléolimbique. Le paléolimbique, à 100 millions d'années à peu près, il s'est constitué. Il faut bien voir le cerveau comme une espèce de pyramide avec des couches qui se sont agrégées les unes sur les autres. Donc là, en fait, avec le paléolimbique, on est l'animal solitaire ou en couple qui finit par se mettre en troupeau. Et se mettant en troupeau, une hiérarchie naturelle se crée. Et le mâle alpha, entre guillemets, ou la femelle alpha, va gérer la vie du groupe. Donc le paléolimbique intègre toutes les règles de vie en communauté. Toujours pour un seul et même objectif, garantir la survie de l'espèce. C'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les humains. C'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle l'instinct grégaire. La nécessité d'être en collectif, parce qu'on est plus fort ensemble. Ça commence avec le couple, puis la famille, puis la tribu, puis le clan, puis le village, puis la ville, puis la nation. C'est naturel. Ça s'est fait au fil des années. Et le summum du paléolimbique, c'est quand le paléolimbique, donc la tribu, devient une civilisation. Et là, pour devenir une civilisation, il faut passer à un autre niveau cérébral. Donc la nature nous a rajouté d'autres fonctions. Donc au niveau cérébral, au niveau de notre cerveau, de l'encéphale, la nature a rajouté d'autres territoires qu'on appelle le néolimbique, ou la partie limbique. Alors pourquoi la nature nous a rajouté ça? Eh bien parce que comme nous étions des animaux raisonnants, et que nous vivions en troupeaux, et que les troupeaux sont devenus des cités, il a bien fallu organiser la vie de la cité. Et pour organiser la vie de la cité, la force brute ne suffisait plus. Il a fallu donc édicter des règles de vie en communauté, des lois, des contraintes que tout le monde respecte. Donc, le fait d'avoir mis en place tous ces savoirs, toutes ces organisations, a permis à notre cerveau de se développer. Et se développer de manière exponentielle, puisque dans le système néolimbique, vous avez toutes les connaissances acquises. Le langage, bien sûr les compétences, et côté merveilleux de l'affaire, qu'on ne mesure même plus,
c'est que tout ce que vous avez appris, vous le gardez en vous. En clair, vous n'êtes pas obligé de réapprendre à conduire chaque matin. C'est en vous. Vous n'êtes pas obligé de réapprendre à cuisiner, à travailler. C'est en vous. Le néolimbique, c'est en fait une gigantesque bibliothèque dans laquelle vous avez investi tous vos savoirs. Et quand vos savoirs sont devenus répétitifs, ils sont devenus inconscients, et là on parle de connaissance. Tant que le savoir reste à la surface du néolimbique, c'est juste un savoir. S'il n'est pas utilisé, il disparaîtra. Pas totalement, puisque rien ne disparaît jamais, mais il ne sera plus accessible, il sera rangé profondément dans une autre partie qu'on va découvrir après. Si vous utilisez vos savoirs régulièrement, vous en faites une connaissance, et même un talent pour certains. Donc, ce qui est intéressant dans ce préambule, c'est de comprendre que tout se forge par la répétition. Et c'est le mode opératoire préféré de notre cerveau. Ça commence dès la petite enfance, et jusqu'à la fin de notre vie, nous apprenons en répétant les choses. 100 fois sur le métier, repose son ouvrage, c'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau. Il est linéaire, itératif, chaque étape l'une après l'autre. Il a beaucoup de mal à gérer plus de 4-5 sujets en même temps. Au-delà de 5, 6, allez, 7 sujets, le cerveau sature. Il ne sait plus faire. C'est très intéressant pour les hypnothérapeutes comme moi de savoir ça, puisqu'on s'en sert. Et on appelle ça la saturation mentale. Ça, le cerveau, il coince, il bug. Et c'est parce qu'il bug qu'on peut travailler avec cette partie cachée. Le subconscient, puis l'inconscient. Rappelez-vous, tout ce que je vous ai dit là, c'est merveilleux, mais ça ne représente jamais que 5% de votre conscient. 5% conscient. Alors, on entend aussi beaucoup, on utilise 10% de notre cerveau, ou de nos capacités. C'est faux. On utilise 100% de nos capacités cérébrales. Par contre, nous ne sommes conscients, grosso modo, que de 5% de ce qui se passe. Et ça nous suffit déjà largement. Ça nous prend suffisamment la tête, 5%. Quand on rumine, quand on ne trouve pas les solutions, quand on n'avance pas dans sa vie, 5% déjà c'est beaucoup. Imaginez si vous passiez à 7%. Donc avant de passer à 7%, on va d'abord faire le nettoyage des filtres. Parce que cette mécanique merveilleuse, c'est comme un moteur. Plus il y a d'émotionnel, plus il y a de vécu traumatique, plus ça s'encrasse. Plus ça devient compliqué de passer à un autre niveau. Donc tout l'enjeu de l'état intuitif, c'est d'abord de faire le nettoyage pour accéder à ces capacités supplémentaires. Et passer de 5 à 7, ça vous donne la roue et ça vous donne la fusée. C'est aussi exponentiel que ça. Tout ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est juste en augmentant un petit peu notre niveau de conscience. Donc ce néolimbique, qui est donc le réceptacle de toutes nos connaissances, va trier bien sûr ce qui nous est utile au quotidien dans notre vie, et puis va mettre de côté tout ce qui ne nous est plus utile. Donc on va retrouver les souvenirs d'enfance, on va retrouver plein de choses qui peuvent réémerger plus tard, mais qui sont stockées plus loin. Dans le cas de la psychothérapie, si on est soumis par exemple à un choc ou un trauma, si le choc ou le trauma reste encore dans le néolimbique conscient, la personne souffre. Parce qu'il n'a pas été traité et transposé dans le subconscient, puis dans l'inconscient. Donc tout le travail du thérapeute, c'est de faire basculer cette information traumatique, ce choc, vers le subconscient, puis vers l'inconscient. Donc en clair, quand on dit à quelqu'un « vous êtes guéri », elle est objectivement guérie sur le plan conscient, mais l'information, l'histoire, elle est toujours là. Mais par contre, elle n'irradie plus le conscient. C'est ça la guérison. Ce n'est pas l'effacement d'une information, c'est la sublimation de l'information. Et là, on retrouve un terme alchimique très intéressant qui a donné naissance justement au mot intuition. Terminons avec les 4 cerveaux pour terminer sur la partie la plus intéressante. Même si les autres sont essentiels, bien sûr. On appelle ça le cortex, donc le néocortex. Et ce néocortex, c'est simplement une couche de neurones supplémentaires qui est venue envelopper l'encéphale. Cette couche de neurones, qui est proportionnellement très faible par rapport au nombre de neurones qu'on a dans le cerveau, puisqu'on a plus de 100 milliards de neurones,
Eh bien, cette couche qui est minoritaire, qui est juste une enveloppe de neurones supplémentaires différents, elle représente 30% de l'activité cérébrale. Et l'endroit où ça travaille le plus, c'est au niveau du cortex préfrontal. Juste derrière le front. Alors, ce n'est pas le lobe frontal, puisque le lobe intègre toute la masse. On parle simplement du cortex préfrontal, donc de la couche de neurones récemment installée par la nature, qui va gérer des choses très importantes. Elle va gérer la coordination de tous les autres systèmes. Le cortex préfrontal est au courant de tout ce qui se passe de manière consciente et inconsciente dans les autres territoires. C'est le chef d'orchestre, c'est notre savant intérieur, c'est notre troisième œil pour ceux qui sont spirituels. C'est cette capacité qu'a le cortex préfrontal de capter toutes les informations sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, tout ce que vous voulez, métaphysiques, et de prendre une décision extraordinaire de dire « je transmets au conscient » ou « je ne transmets pas au conscient ». C'est le pilote. Et le pilote, on y a rarement accès. Pour une raison très simple. C'est que le pilote considère que d'abord, toutes les autres fonctions doivent faire leur boulot. Il n'interfère que très rarement avec le limbique, qui est super bien programmé pour vous protéger, très rarement avec le paléolimbique qui gère vos relations sociales parce qu'il sait le faire, et encore moins avec votre bibliothèque, puisqu'il y a tout dedans. Il n'a aucune raison d'interférer. Sauf que parfois, les trois cerveaux qui sont les trois patrons de leur succursale pensent avoir la solution à un problème nouveau et très complexe. Et ils vont prendre en charge le problème. Enfin, la situation. Et bien sûr, ça va devenir un problème. Parce que le paléolimbique n'a absolument pas le recul et l'intelligence pour traiter cette situation-là. Ça va générer quoi? Du stress. Puisqu'il va réagir physiquement. Il va stimuler, comme il sait le faire, vos reins, les glandes surrénales, dégager de l'adrénaline, ça ne suffit pas. Un peu de noradrénaline, ça ne suffit toujours pas. Du cortisol. Et ça va épuiser tout votre système. Il pense bien faire. La situation est nouvelle, lui il utilise ses leviers chimiques. Vous finissez à genoux. C'est le burn-out. Ça veut dire quoi le burn-out? C'est brûler à l'intérieur. Ben oui, vous avez brûlé toutes vos réserves. Parce que c'est le mauvais territoire qui a pris en charge la situation. Alors pourquoi le chef d'orchestre n'est pas intervenu? Ben parce qu'il considère que peut-être c'est un apprentissage pour vous. Et qu'avant d'être sage, il faut être apprenti. Deuxième possibilité, relations sociales, familiales, conjugales. C'est la guerre. Parce que le paléolimbique essaye de résoudre cette situation nouvelle, conflictuelle, avec ses outils à lui. Et c'est quoi les outils du paléolimbique? C'est la règle, c'est la hiérarchie, c'est le pouvoir, c'est le rapport de force, c'est la dualité. Et pour lui, c'est logique. C'est parfois la concorde. Mais il va faire de son mieux avec les outils qu'il a. Et vous allez vite comprendre que chacun va faire de son mieux dans son compartiment, dans son rail. Le néolimbique, lui, va sortir toutes les vieilles formules. Ah oui, quand j'avais 16 ans, ça marchait bien ce truc-là. Allez, je réutilise. Ah oui, vous en avez 42. Ça marche plus. Mais lui, il sait pas. Lui, ça a marché il y a 10 ans, ça a marché il y a 20 ans. Eh ben, je continue. Hein. Il n'y a pas plus fou que celui qui reproduit les mêmes solutions en espérant un résultat différent. Ça ne marche pas. Mais c'est irraisonnable et irraisonné puisque ça se passe dans des territoires distincts. Si je parle intellectuellement au crocodile, il ne m'écoutera même pas. Si je fais la même chose avec le paléolimbique, il dit « Oh, t'es gentil Coco, moi je gère, hein, le système c'est moi. » Etc., etc. Le seul qui peut m'écouter, c'est mon cortex préfrontal. Encore faut-il que j'arrive à le connecter. Alors pourquoi on a du mal à connecter notre intelligence? Parce qu'il y a les émotions. On l'a évoqué tout à l'heure. Plus les émotions sont fortes, plus notre système qu'on appelle l'amygdale limbique, qui gère donc les émotions, et surtout les émotions de peur, et cette amygdale limbique, eh bien, elle a une courroie de transmission avec le cortex préfrontal. C'est comme une espèce de pont
d'informations. Mais si on stimule trop l'amygdale limbique, si on l'épuise dans les émotions, ce pont se dissout petit à petit. S'il y a trop de peur, trop d'angoisse, trop d'anxiété, eh bien cette connexion, elle s'érode. Et à un moment, on n'a plus de contact avec notre cortex préfrontal. Donc, vous l'avez tous vécu, enfant, adolescent, face à quelqu'un d'autorité qui vous fait violence, vous ne savez plus parler. Vous ne savez plus comment réagir. Vous êtes en état de choc. L'état de choc, ça veut dire que le pont a été rompu. C'est physiologique. Et c'est pour ça que ça ne connecte pas. Parce que toutes ces émotions ont progressivement, de manière chronique, supprimé ce pont-là. Ça ne veut pas dire que le pont est perdu. Il se reconstitue. Mais il faut du repos. Il faut sortir de la situation toxique. Il faut aller voir un thérapeute. Il faut prendre parfois des médicaments. Parfois faire des cures de sommeil, puisqu'on sait que le sommeil est un très bon médicament pour réparer ce pont, justement. Voilà pourquoi le cortex préfrontal, dans ces situations extrêmes, ne peut pas intervenir. Il peut parfois prendre la main d'une situation vraiment complexe, vraiment délicate, quand tout le monde a essayé. Et lui va recevoir une information extraordinaire, juste, formidable, et ça s'appelle l'intuition. Et recevant cette information extraordinaire, votre préfrontal, il jubile. Il dit « Yes, Eureka, j'ai la solution !» Mais il ne peut pas la mettre en œuvre, puisque ceux qui sont opératifs, ce sont les 3 autres cerveaux. Donc qu'est-ce qu'il va faire le préfrontal? Il va donner l'information. Et que vont faire vos autres territoires? Lui qui est habitué à avoir toujours la routine, il va avoir cette information, il va dire « Oh, je comprends rien ce truc-là, c'est pas dans ma routine ça. Je regarde dans ma bibliothèque, mais j'ai jamais fait ça. Non, non, j'en veux pas. » Boum, le néolimbique vient de chanter l'intuition. Le paléolimbique, ah ouais, c'est génial. Ouais, mais alors si je fais ça, comment ça se passait avec mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, mon mari? Ah non, je peux pas. Hein. Ah non, non. Pouf, la peur qui revient. Super, l'intuition vient d'être chantée. Et je vous parle même pas du reptilien. Oh, c'est des conneries, ça. Ok, super. Donc, on est passé par des stades de remise en question, de souffrance, de questionnement, de tâtonnement, de répétition. Bim, l'intuition, elle arrive. Et qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, ça passe à l'as. C'est dommage, hein? Eh bien, développer son état intuitif, ça consiste simplement à faire en sorte que le message du cortex préfrontal, donc l'intuition reçue par le cortex préfrontal, ne soit pas dénaturé par les autres territoires. Et comment faire? Eh bien, il va nous falloir rééduquer nos autres territoires. Avec des exercices précis, réguliers, vraiment réguliers, tous les jours un petit peu, pour nous rééduquer. Pas pour nous rendre plus intelligents, c'est pas ça le but. C'est juste pour permettre à ces territoires qui sont en mode réflexe d'accepter quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Et cette intuition-là, elle peut changer votre vie. Juste une intuition. Ce que les autres territoires ne savent pas faire et n'ont jamais fait. Ils ont amélioré votre quotidien, peut-être, mais ils n'ont certainement pas changé votre vie. Donc voilà pourquoi il peut être intéressant de nettoyer ces filtres. Ces filtres ne voient jamais le réel. Tout le monde est sûr de connecter la réalité. C'est une illusion. Ils vont s'identifier aux pensées. Ces pensées, elles vont libérer des sensations qui vont devenir vos émotions. Donc, tout le travail de rééducation commence par la rééducation des pensées, des sensations et des ressentis, et donc des émotions. Donc c'est vraiment un travail d'autothérapie. Et j'ai basé toute l'écriture de mon livre sur ce concept de base, l'autothérapie. Comment je peux trouver des outils simples et efficaces pour, à chaque fois que j'ai une situation nouvelle et un peu compliquée, travailler dessus. Mais de manière ludique. C'est pas, on ne va pas à la mine. Hein. On se découvre en travaillant avec des outils très simples, qui ont fait leurs preuves, puisqu'ils ont été testés par des scientifiques, et qui sont d'une simplicité enfantine. Et c'est tellement simple qu'une part de nous
Je dis, oh, non, c'est trop simple, ça ne marchera pas, ça. Et c'est parce qu'on ne le fait pas que ça ne marche pas. C'est une tautologie. Donc, nos 3 territoires ne perçoivent jamais le réel. Parce que le réel, pour ceux qui le connaissent, je suis prêt à prendre les paris. Qui connaît le réel? C'est une grande question. Hein. Donc, sur cette petite image très simple qui est dans le manuel, et que je reprends souvent parce que j'adore cette image, on a la synthèse de tous les conflits mondiaux, familiaux, sentimentaux, tout est là. L'un voit quelque chose, l'autre voit autre chose, et le pire dans cette affaire, c'est que les deux ont raison. Mais le pire du pire, c'est que ce qu'ils voient n'existe pas. C'est horrible. Ils sont coincés dans la matrice. Et avec ça, vous avez 99,9999% des explications de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce n'est pas le monde, c'est pas la réalité. Ce qui ne va pas, c'est nos perceptions. C'est de quelle manière nos filtres mentaux transforment. Imagine, invente, surexpose des croyances, des peurs, des valeurs, une éducation, la religion. Donc, comme on est dans la matrice, pour chaque personne qui visualise, ressent l'information qu'il perçoit dans la matrice, c'est sa réalité. Hein. Donc pour un mental, le réel ou le virtuel, c'est exactement pareil. Eh oui, c'est tellement vrai que quand on va au cinéma, on vit des émotions. Mais il n'y a aucune raison d'avoir des émotions quand on regarde un film, puisque c'est juste de la lumière sur une toile blanche. Il n'y a pas de vrais acteurs, il n'y a pas de vrais humains. On parle de représentation. Mais pourtant, nous, on vibre, hein. On rit, on pleure, on est triste. Mais c'est normal, parce que notre mental, lui, pour lui, c'est réel. C'est étrange. Quand on veut bien se poser la question 5 secondes, pourquoi est-ce qu'on est ému par des choses qui n'existent pas? Et pire encore, des choses qui sont faites par des acteurs. Donc qui imitent l'émotion, qui ne la vivent pas vraiment. Puisque ça résonne. Et pour le mental, ça suffit. Ça le fait aussi quand on lit. Quand on lit, quand on écoute de la musique, on peut écouter une note de Mozart, de Chopin et être totalement bouleversé. Eh oui, d'où ça vient ce truc-là? Pourquoi une note de musique nous bouleverse? Pourquoi un parfum nous fait faire un voyage interstellaire dans notre enfance? Je trouve ça magique. Objectivement et scientifiquement parlant, ça n'a aucun sens. Et pourtant, on fonctionne comme ça. Mais c'est pas parce qu'on fonctionne comme ça que l'on est comme ça. Là encore, notre cerveau perçoit une réalité projetée, donc une représentation de la réalité, qu'il va, à son niveau, interpréter, parce qu'on a beau être 20, 30, 100 dans une pièce, chacun va percevoir et interpréter différemment l'information. Donc ça complexifie énormément ce qu'est le réel. Et la question qu'on finit par se poser quand on s'est bien fait des nœuds dans la tête avec tout ça, mais nom de Dieu, c'est quoi le réel? C'est une bonne question, ça. C'est quoi la réalité? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Moi, je cherche encore. Hein. Alors, je vais vous donner un indice. C'est le seul que j'ai trouvé. Pour moi, la réalité, c'est ça. C'est la seule chose à laquelle je sois arrivé après 6 mois de méditation intensive. Ah, rien. Et rien, c'est quoi? Le néant. Eh ouais, mais même le néant, on définit ça. C'est vrai que dans les, C'est compliqué, hein? dans les morts, la résurrection après mort clinique, il y a des gens qui sont... Les NDE, oui, j'en NDE. parle dans mon livre, Et il y en en a fait, 3, ouais. Il parle de lumière blanche, justement. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis cette petite image sympathique où il n'y a rien. Parce qu'en fait, ce rien, ou ce néant,
est plein. Mais plein de quoi? Eh bien, pour le dire simplement, parce que ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'expliquer, parce qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Mais si je dois utiliser les mots des autres, je dirais que ce néant est plein de possibilités. On appelle ça le champ de tous les possibles. Bon, le champ de tous les possibles, ok, super. Mais ça me fait une belle jambe, moi, de savoir qu'il y a un champ de tous les possibles. Si je peux rien en faire, à quoi ça me sert? Ça sert déjà à prendre conscience que peut-être que nous-mêmes, tels que nous nous définissons en tant qu'individus et êtres séparés, nous appartenons aussi à ce rien. Parce qu'on ne vient pas de nulle part. D'où venons-nous? Où allons-nous? Dans quelle étagère? Dans ce néant, tout est là. Même vous, même moi. Mais nous n'y sommes pas présents en tant que corps physique, je dirais incarné. Nous y sommes présents en tant qu'esprit, en tant que pure conscience. Et quand j'ai voulu aborder le sujet de l'intuition, j'ai tout de suite été poussé sur des questions de conscience. Je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est malheureusement un sujet dans lequel il y a beaucoup de confusion. Dans ce que j'ai pu lire ou entendre, on parle beaucoup de conscience, mais quand on parle de conscience, en fait on parle du conscient, ce qui n'est pas la même chose. Le conscient, c'est ce qui fait la synthèse des perceptions liées à vos sens. Nous avons 5 sens, et certains disent l'intuition, c'est le 6e sens. L'intuition ne peut pas être le 6e sens, puisque l'intuition n'est pas un sens. Puisqu'elle ne vient pas du conscient. Le conscient peut la capter, si le cortex préfrontal est d'accord, mais ce n'est pas lui qui la produit. Il ne fait que l'accueillir. Donc nous avons 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le kinesthésique, donc le goût, et la vue. Ok, 5 sens. Et avec ça, on croit connaître le monde. Super. Mais on a aussi un 6e sens. C'est pas l'intuition. Ce 6e sens, on l'a oublié, donc je vous le redonne. La synesthésie, c'est quoi? C'est la capacité que l'on a à ressentir. Et pour ressentir, il nous faut additionner plusieurs sens. Vous avez des musiciens, quand ils jouent de la musique, ils voient des couleurs. Vous avez des gens qui ont une excellente mémoire, ils utilisent leur vue, et avec leur vue, ils vont se raconter une histoire. Et en se racontant une histoire, ils vont vivre des émotions. Donc ils vont utiliser leur ressenti. Et avec ça, vous avez un japonais qui connaît les nombres derrière la décimale de pi, 50 000 décimales par cœur. Essayez de vous rappeler juste 10 décimales. Allez, 5, je suis gentil. 50 000. C'est incroyable. Moi, ça me sidère. Eh bien, simplement, ces gens-là utilisent leur sens de la synesthésie. Ils vont cumuler plusieurs sens, se raconter des histoires peut-être, visualiser peut-être, entendre peut-être, ressentir. Et à partir de là, leur mémoire va avoir plusieurs étagères au niveau du subconscient. Donc si vous voulez être performant, travaillez le sens de la synesthésie, puisque ce sens-là, c'est l'accumulation de plusieurs sens. Donc quand on a quelque chose à apprendre par cœur, plutôt que de le lire 10 fois, lisez-le, chantez-le, mangez-le, écoutez-le, buvez-le. Et là, vous allez déployer beaucoup plus de sens. Et ça va être beaucoup plus facile à retenir. Alors en hypnose, on appelle ça les ancrages. Plus je multiplie les ancrages, plus j'ai des facilités de mémorisation. C'est le sens de la synesthésie. Donc ce sens synesthésique que vous allez déployer va vous permettre d'accéder à beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de résultats, sans encore toucher à l'intuition, puisque je vous le rappelle, on ne peut pas déclencher l'intuition à volonté. C'est frustrant, hein? Moi j'aimerais bien, hein? Mais j'y arrive pas. Et pourtant, je pense être quelqu'un d'intuitif. Je ne peux pas déclencher mon intuition à volonté, ça ne marche pas comme ça. Par contre, j'ai beaucoup travaillé mon état intuitif et je reçois régulièrement des intuitions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour y arriver, rappelez-vous, il faut d'abord se libérer du brouillage électromagnétique du mental. Les pensées,
les émotions, les peurs, les conditionnements, les croyances, les ancrages aussi. Tout ça, ça crée ce brouillage qui interdit l'accès à l'intuition. Ça sous-entend quoi? Que dans ce vide, tout est là. Toutes les réponses à toutes vos questions. Et il y a même des réponses avant même que vous ayez la question. Tout est déjà là. Ce qui vous empêche d'y accéder, c'est le bruit mental et émotionnel. C'est juste ça. Alors dit comme ça paraît simple. Hein. Oh bah super, j'appuie sur off, plus de mental, et puis j'accueille mes intuitions. Ça nous arrive parfois, de manière accidentelle. Je pense que ça vous est arrivé, un jour, de faire quelque chose, ou rien, et d'un seul coup, capter une intuition. Vous étiez sûrement absorbé par une activité, ou au contraire, complètement détendu, en vacances. Et là, d'un seul coup, une information intéressante, connectée à une thématique ou un problème que vous aviez dans la tête, est venue se poser, s'imposer à vous. Et ce qui est très étrange quand l'intuition débarque comme ça, c'est que tout le corps se soumet à l'intuition. C'est physique. Ce n'est pas uniquement un objet mental. Tout le corps participe à ça. Et ça fait partie des autres choses que j'ai découvertes, c'est qu'en fait, on parle beaucoup des 4 cerveaux. Il y a aussi les 3 cerveaux biologiques, le cerveau mental, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre. Ok, donc ça fait déjà 7 cerveaux. Vous imaginez? Ben moi, je vais être encore plus royaliste que le roi. Je vais vous parler des 75 000 milliards de cerveaux que vous avez en vous. Chaque cellule est un cerveau pour moi. Si vous commencez à raisonner ou à imaginer ça, ça change beaucoup de choses. Si vous commencez à comprendre que tout votre corps est un cerveau, ça peut vous donner une perception du monde totalement différente. Et surtout, vous allez arrêter d'investir uniquement sur le savoir, la rationalité, etc., etc. Alors l'intuition. Si on cherchait une définition de l'intuition, vous diriez quoi, après tout ce que je vous ai dit? C'est quoi pour vous l'intuition? Si vous deviez le définir à un enfant de 10 ans, vous diriez quoi? Un ressenti puissant d'une vérité ou d'une certitude, mais du coup quelque chose qui ne s'ancre pas dans... Enfin, qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on a ressenti. Exactement. C'est un ressenti puissant qu'on ne peut pas démontrer. C'est drôlement perturbant pour notre mental, ça. Et pour les scientifiques, je ne vous en parle même pas. C'est primaire aussi. C'est primaire. Qu'est-ce que tu entends par primaire? L'intuition, ça revient à, vraiment au sens primaire de l'être humain, en fait. Pas de reptilien, mais c'est dans cette optique-là. C'est vraiment plus primaire. C'est, essentiel. Essentiel et primaire. D'accord. Essentiel. Ok. Ça Dans ce sens-là, je l'entends, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une synthèse vraiment primordiale même, qui répond à ce qui est vraiment essentiel à la personne. D'autres définitions? J'ai toujours 10 ans, j'en profite. C'est rare. Voilà. Ça fonctionne avec l'instinct. Alors, très intéressant. L'instinct, ça se situe où d'après vous, après tout ce que je vous ai raconté? Dans le corps. Et dans quel territoire? Ça, c'est du reptilien. Parce que l'instinct, c'est pas contrôlable. C'est une pulsion. Eh oui, là, pour le coup, c'est primaire. Non, l'intuition échappe à cette dictature de l'instinct. Heureusement, d'ailleurs. Et en même temps, quand l'intuition est très forte, Ouais. c'est presque comme un instinct, parce que quand on se sent obligé d'y répondre, C'est l'impression que l'on a. ça touche le corps et on n'a pas le choix. C'est l'impression que l'on a. C'est très proche. Parce que l'intuition, comme je vous l'ai dit, envahit tout votre cerveau. Et donc parcourt tous vos cerveaux. Les 7 dont on a parlé et les 75 000 milliards. Donc pour le mental, faire la distinction de ce qu'il vient de recevoir, c'est juste impossible.
sauf s'il a été rééduqué avant, entraîné. Là, pour lui, ça devient super intéressant. Et quand quelqu'un a bien travaillé son état intuitif, pendant de longues années, peut-être même depuis l'enfance, eh bien, il n'est pas rare que ce soit un artiste, un créateur, un créatif, quelqu'un qui invente. Les plus belles inventions, les plus extraordinaires que nous ayons connues au XXe siècle sont nées d'intuition. De rien d'autre. Quelqu'un, quelque part, a capté quelque chose. Ensuite, les ingénieurs se sont démenés pour mettre à jour cette intuition. Et ça a donné des ruptures technologiques fondamentales. À l'époque où, je l'écris dans le livre, les ingénieurs travaillaient à sophistiquer leur téléphone portable, à clapper avec des touches, et on avait des choses super performantes, jusqu'à ce qu'un beatnik arrive et dise « Ben non, tu prends une plaque de verre, il y a tout dedans, tu tapes dessus, et hop. Et on va l'appeler iPhone. » Ah mais non, on a passé 10 ans à faire des petites touches, super sympa. Et maintenant, c'est l'ergonomie, regarde, les touches, elles sont mini, il faut des mini-doigts. Ouais, super. Et maintenant, ça sera sur une plaque de verre. Zut. On a quand même mis des milliards, hein. Ben oui, mais tant pis. Donc l'intuition, c'est parfait, c'est puissant, c'est précis, c'est efficace, et ça répond à toutes les problématiques du moment. Puisque tout change, tout évolue. Mais quand l'intuition arrive, dans la tête du créatif, c'est juste parfait. Après, la vraie difficulté, et c'est ce qui est vraiment le plus dur avec l'intuition, c'est que le seul moyen de savoir que c'est une intuition et qu'elle est juste, c'est de le faire. C'est de l'écouter. C'est de l'assumer. Tant qu'on ne le fait pas, ça, ben on ne le sait pas. Par contre, après, on sait qu'on aurait dû. Oh, si j'aurais su, si j'avais su, si j'aurais pas su... Oui, d'accord. Mais c'est ça qui est difficile avec l'intuition. Tant qu'on ne l'a pas appliquée, on ne peut pas savoir si c'était vraiment une intuition et connaître sa valeur intrinsèque dans notre vie. Donc c'est un vrai défi pour le mental, qui aime la sécurité, qui aime la routine. Et comment faire la différence entre une vraie intuition et juste une réflexion un peu poussée? Des fois, il y a le doute. Donc, voyons voir la définition, on va dire, institutionnelle, celle de l'Académie française. Dans le dictionnaire historique d'Alain Ray, il nous dit que l'intuition, c'est une connaissance directe, immédiate, spontanée, jaillissante, qui ne passe jamais par un raisonnement logique. C'est le résultat d'un long travail inconscient. Super! Je peux jeter mon cerveau à la poubelle, il ne me sert plus à rien. Toutes mes années d'études pour en arriver là, super. Donc en fait, si je suis la logique de cette définition académique, qui est très juste, hein, ça veut dire en fait que l'ignorance est la plus grande des connaissances. Ça se résume à ça. Parce que plus je crois savoir, moins je sais, puisque je limite mon mental à des sphères connues. Or, l'intuition naît de l'inconnu. Et quand on accède à l'inconnu, ça devient l'inconnu. C'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté de ce travail-là, en apparence. Comment je peux lâcher mes vieilles routines, mes vieilles sécurités, mes vieilles croyances, dont certaines sont sûrement encore très bonnes et très justes, pour m'autoriser à mettre un pied vers l'inconnu. Mais je vous rassure, cet inconnu, il est connu. Hein. C'est toujours vous. Mais dans une autre dimension de votre être. C'est pour ça qu'on aborde le problème de la conscience. Et c'est un vrai problème. Donc, ça c'est la définition académique, qui est très juste. Quelque chose qui jaillit, qui est spontané, immédiat, et qui n'a absolument pas eu besoin de votre savoir, de vos connaissances, de votre maturité, de votre âge. L'intuition se fout de tout ça. Vous avez des enfants de 10 ans qui en savent beaucoup plus que des lettrés et des diplômés, spontanément. Et c'est un problème d'ailleurs pour eux quand ils rentrent dans la scolarité.
Parce qu'un enfant intuitif, qu'est-ce qu'il fait? Il va de A à Z tout de suite. Il ne va pas passer par B, C, D, E, F, G. Il n'a pas le temps. C'est long. C'est fatigant. Thématique, solution. Intuition. Boum. Et ça, dans le système de formation, ça ne marche pas. Il va falloir attendre que l'enfant sorte du système, entre guillemets, de formatage, de l'usine à boîte de conserve, pour qu'enfin, il s'autorise à capter l'intuition. Certains diront canaliser. On n'est pas loin. Donc, quand on parle d'intuition, on parle d'un phénomène ou d'un processus, principalement inconscient. Ça ne veut pas dire qu'il est exclusivement le fruit de l'inconscient. Là aussi, j'entends beaucoup de choses qui parlent de l'inconscient, et c'est vrai, c'est très vrai, mais ça n'est pas exclusif à l'inconscient. Je considère, pour l'avoir expérimenté, que l'intuition peut venir d'ailleurs, du subconscient, de l'inconscient, et voire peut-être même de la conscience. Mais si j'aborde le sujet de la conscience, c'est ça. De quelle conscience parle-t-on? Si on parle de la conscience qui a une connexion dans notre cerveau, alors il faut parler de conscient. Si on parle d'une conscience non locale, là il faut parler de la conscience avec un grand C. Et là, on ouvre des portes extraordinaires. Donc j'en ai ouvert beaucoup dans le livre, pas toutes parce que c'est infini. Je parle des NDE, je parle des choses comme ça, et même de cas d'animaux qui ont un cerveau et qui ont une faculté très particulière. Je vais vous donner cette anecdote-là puisqu'elle est dans le livre. Par exemple, le cas du ver planaire. C'est un petit ver d'eau douce qui est plat. Bon, ok. Bon, il a un système digestif, il respire, il a des yeux, il a un cerveau. Et les scientifiques se sont amusés avec cet animal-là, qui est tout petit. Pourquoi? Parce que cet animal, il a une caractéristique extraordinaire. Si vous lui coupez un petit bout de son corps, il se régénère. Très rapidement. Et vous pouvez lui couper la moitié du corps, ça repousse. Alors ils se sont dit, ces neuroscientifiques, on va éduquer ce ver planaire à trouver sa nourriture dans un petit labyrinthe. Et au bout de quelques mois, le ver planaire a mémorisé le trajet pour aller à la nourriture. Donc il y a bien une conscience en action, il y a bien une mémoire en action. Et ils se sont dit, super, qu'est-ce qui se passerait si on lui coupait la tête? Plus de cerveau. Est-ce que, ça repousserait? Si la tête repousse, avec un nouveau cerveau, est-ce qu'il retrouverait son chemin dans le labyrinthe? C'est une vraie question, ça. Bon, les matérialistes et rationalistes vous diront, déjà que la tête repousse, j'y crois pas beaucoup. Ensuite, qu'il y a un nouveau cerveau, bon, peut-être si la tête repousse, on va dire ok. Mais alors qu'il retrouve le chemin dans le labyrinthe, ça c'est juste impossible. Chiche, ben ils l'ont fait. Ils lui ont donc coupé la tête a repoussé péniblement. Est-ce que c'était le même ver planaire ou un autre ver planaire? On ne sait pas, mais en tout cas, la tête a repoussé. Le cerveau donc a repoussé, et cette petite bestiole, ils l'ont remise dans le labyrinthe. Là où elle avait mis 3 mois à trouver le chemin, en 3 jours, c'était réglé. On retire le cerveau. C'est la mémoire des cellules. Et la mémoire des cellules. Et oui. Donc ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure. Tout le corps est un cerveau. On est d'accord. Ça veut bien dire une chose, c'est que le conscient ou la conscience, elle n'est pas localisée dans le cerveau, exclusivement. Elle est localisée d'une part dans tout le corps, mais même au-delà du corps. Ça, c'est la mémoire. Enfin... Non, la mémoire, ce sont des qubits d'informations stockés dans des neurones. Oui, on dit que la mémoire, elle est justement pas dans le cerveau et qu'elle est à l'extérieur. Ah, bah c'est pas ce que disent les psychologues. Enfin, c'est ce que moi j'ai lu. Eh oui, mais aujourd'hui la psychologie, la psychologie cognitive te dit non, tout est dans le cerveau. Non. A Voilà. priori, non. A priori, non. On est bien Moi, d'accord. c'est ce que j'ai lu. Mais on a lu les bons bouquins. Donc effectivement. On sort de tous les concepts traditionnels. Oui. Ouais, on est au-delà de ça. On ne peut pas se référer Alors, à tout ce qui fait référence habituellement. ces références-là, ça fait quand même presque un siècle qu'elles ont la vie dure, hein, et qu'elles nous mènent la vie dure. Parce que je vous rappelle encore qu'il y a 15 ans, 20 ans, même pas, non, il y a 15 ans, on nous expliquait que le cerveau vieillissait et qu'on ne pouvait que finir sénile.
Aujourd'hui, un neuroscientifique qui dirait ça, ou un neurologue, tout le monde lui rirait au nez. Et la plasticité neuronale. Oui, mais il y a 15 ans, quand vous parliez de plasticité neuronale, ou il y a 20 ans, on vous riait au nez. Hein. Mais non, les neurones, ils meurent. La personne devient idiote, bête, sénile, et puis... Et en même temps, on évolue aussi. Enfin, pas en 20 ans, pas aussi rapidement, mais l'être humain n'est plus le même non plus qu'il y a 5 ans. Certes. Absolument. Le néocortex, on considère qu'il en a encore pour, allez, peut-être 100 000, 200 000 ans, 300 000 ans d'évolution. Mais je fais le pari qu'au-delà du néocortex, il y aura encore une autre couche de cerveau, de neurones. Et qu'on n'a pas fini d'évoluer. L'intéressant, c'est comme la conscience n'est pas exclusivement locale, qu'est-ce qui nous empêcherait d'imaginer que cette conscience ait accès à d'autres niveaux d'information, bien plus savants que ce qu'on croit savoir. C'est la mémoire akashique, enfin pour moi. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la mémoire collective, ça peut être l'inconscient collectif. Sinon, pourquoi les enfants seraient surdoués? Ça, c'est pour moi, c'est autre chose. C'est, excusez-moi, hein. Non, mais c'est ça. Permettre, c'est comment ça s'appelle? Réincarnation. Réincarnation, voilà. Le mot que je n'avais pas trouvé. On est dans le domaine de la croyance. J'en parle dans le livre, mais je ne peux pas l'affirmer. C'est du domaine de la croyance. Mais je vous rassure, l'intuition, c'est aussi du domaine de la croyance. Parce que c'est improuvable scientifiquement. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Or, notre science s'est bâtie sur tout ce qui se passe et se voit à l'extérieur. Notre science s'intéresse aux manifestations, pas à l'origine des manifestations. C'est pas tout à fait la même chose. En allant sur le chemin de l'intuition, on va sur le chemin de d'où ça vient. Quelle est ma vraie nature? Quelle est la vraie nature de la conscience? Et ça, c'est spirituel, c'est un autre champ d'exploration. C'est aussi philosophique, puisque les philosophes se sont intéressés à la question. Donc, intuitio, c'est le mot, ça vient du latin en fait. Nous, on l'a francisé en l'appelant intuition. Donc, in signifie ce qui est dedans, caché, tui, ce qui jaillit, l'information qui jaillit, et sio, c'est ce qui apporte la solution, ou la résolution. Donc, à chaque fois qu'on a un mot qui résout quelque chose, il y a sion derrière. Résolution, solution, correction, etc. Donc, intuitio, ça c'est du latin scolastique, et c'est ce latin-là qu'utilisaient les alchimistes pour échanger entre eux leur savoir. Donc c'était un latin plutôt fermé, hermétique. Mais c'était le seul moyen pour eux de garder leur secret et de développer leur connaissance entre eux. Mais c'est justement les alchimistes en 1540 qui ont développé ce mot d'intuition, qui a été complètement banni au XVIIe siècle. En France, on ne voulait pas en entendre parler. À l'époque des Lumières, tout était science. L'intuition, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la croyance, c'est improuvable, on n'en veut pas. Donc l'intuition est repartie un peu dans les oubliettes, et ça n'est revenu dans le langage courant, et surtout dans le dictionnaire, qu'en 1908. C'est tout récent que ce mot-là est réapparu dans le dictionnaire, et qu'il ait trouvé ses lettres de noblesse. Parce qu'enfin, on a compris que l'intuition était à l'origine de beaucoup de transformations. Alors, le mystère de l'état intuitif, ça réside dans notre capacité à modifier nos états de conscience. Et c'est ça qui est la clé, c'est ça le secret. C'est que pour développer l'état intuitif, il va falloir jouer avec les différents boutons de nos ondes cérébrales. Nous sommes en onde bêta, ordinairement parlant, au quotidien. Eh bien, nous allons voyager par de la méditation, par de l'hypnose, de la transe, dans d'autres formes de vibrations cérébrales, d'autres territoires. Et c'est en travaillant sur tout le spectre de la radio du mental qu'on va finir à un moment à atteindre ce qu'on appelle un état où les ondes gamma vont se déployer, hypnagogique. L'état hypnagogique, c'est l'état par excellence de la vacuité. C'est l'état de tous les possibles. Et c'est comme par hasard, dans cet état-là, qu'émergent les rêves. Mais pas n'importe quel rêve. Les rêves lucides. Les rêves conscients. Et l'état hypnagogique, c'est la base de lancement pour déployer et accueillir l'intuition.
Et ça, c'est ce qui est, je dirais, la résultante de plusieurs siècles, pour ne pas dire de millénaires d'investigation mentale de l'humain. Et ça ne date pas d'hier. Hein. Donc, l'intuition, pour aller en synthèse, ce n'est pas une fonction cognitive, rien à voir avec le mode cérébral. C'est pas lié à un raisonnement logique. C'est pas lié à un talent ou à un don. Tout le monde peut capter de l'intuition, sans exception, peu importe l'âge. C'est pas non plus la petite voix intérieure, qui peut être une façon de se parler à soi-même. C'est encore autre chose. Mais ça ne veut pas dire que l'intuition, parfois, ne nous parle pas. Elle peut nous parler. Mais dans ce cas-là, vous ne la confondrez jamais avec la voix intérieure. C'est très différent. Ça n'est pas le fruit de la volonté. C'est pas parce que je décide d'avoir une intuition que je l'aurai. Au contraire, plus vous allez développer votre volonté, moins vous aurez d'intuition. Ça n'est pas non plus le fruit du hasard. Puisqu'en matière de conscience, le hasard n'existe pas. Pourquoi ? Parce que tout est déjà là. Donc l'intuition, c'est un processus alchimique qui dépasse le connu et permet l'émergence de la bonne solution spontanément, sans que vous ayez d'effort à faire, puisque vous accueillez quelque chose qui est déjà là. Le seul effort que vous ayez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur, votre esprit, pour accueillir cette information. Mais l'information, l'intuition, il n'y a rien à créer. Elle est là. Donc tout ça pour dire que ça ne date pas d'hier, puisque déjà Imhotep, il y a plus de 5000 ans, nous expliquait que tout est conscience. Et une bonne part du travail que j'ai développé dans ce livre, c'est justement de travailler, de raisonner, d'imaginer, de voyager, de scruter un peu ce travail de la conscience, intégré, extérieur, local, non local, etc. Et c'est un vrai boulot. Donc dans le premier chapitre, je vais juste raconter un petit peu mon parcours de vie, puisque comment quitter la survie et entrer dans sa vie, ça veut dire simplement comment je peux quitter, avec l'expérience et les années, une vie faite d'émotions, de souffrances, de remise en question, de difficultés, pour enfin atteindre la sérénité qui permet l'émergence de l'état intuitif. C'est quoi ce cheminement-là ? En quoi c'est utile de faire ce cheminement-là ? En quoi la souffrance peut devenir non plus un tyran, mais un enseignant ? Donc, j'ai jugé utile, au premier chapitre, de raconter un peu les grandes étapes de mon développement pour essayer d'expliquer que cette souffrance et cette difficulté de vie qu'on a tous connues, ça a un sens quelque part. Et c'est bien sûr à chacun de trouver ce sens. Mais il y en a un. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc c'est un formidable levier d'espoir. Avant d'aborder au chapitre 2, qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que l'intuition ? Qu'en pensent les neuroscientifiques, la psychologie cognitive, les philosophes, certains philosophes ? Et une fois qu'on a visité tout ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a alimenté le mental. On a nourri nos 4 cerveaux. Pour une seule raison, qui nous laisse tranquilles. Parce que tant qu'ils n'auront pas de réponse, la troisième partie sera délicate à traiter. Donc, il y a des choses qui vont, comme moi, je pense, vous passionner, puis d'autres un peu moins. Ok, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que votre mental soit saturé d'informations. Nourri. Et quand il sera bien nourri, enfin, on va pouvoir expérimenter. Donc le chapitre 3 intègre 45 exercices du plus basique au plus sophistiqué, pour principalement vous libérer du mental analytique, vous éloigner de vos conditionnements, accueillir votre conscience intuitive, et je fais un pléonasme puisque la conscience est par nature intuitive. Mais on l'ignore puisque le mental prend toute la place. Et enfin, je fais une petite synthèse en définissant ce qu'est le plan de vie. Et le plan de vie, c'est une façon de rendre cohérent tout notre chemin de vie. Mais si on n'a pas la carte, c'est difficile de voir le territoire. Donc on commence par voir sa carte, et ensuite on comprend qu'elle s'inscrit dans un territoire. Et la conscience permet d'explorer ce territoire. Personnel, familial, spirituel, politique,
sociétales, etc. On va au-delà de ce qu'on croyait connaître. C'est la fameuse zone inconnue de sa vie, dans laquelle il y a les réponses aussi. Donc voilà pour la partie, je dirais, livre, exercice et théorique. Maintenant, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on démarre l'exercice? Parce que je vous ai dit déjà beaucoup de choses. Ça y est, vous êtes en état alpha, tout va bien, je vous ai perdu, excellent, j'ai bien travaillé. Allez, on va passer à la phase pratique maintenant.